accepté dans l'école à laquelle que je voulais intégrer. Du coup, je me suis retrouvée en BTS assistante de direction. Donc, j'avais pas le choix, il fallait que j'ai au moins un bac plus 2. C'était ce que mes parents disaient, que c'est bien d'avoir le bac, mais si tu arrives à avoir bac plus 2, ça serait bien. Donc, j'ai fait un BTS assistante de direction. J'ai eu mon BTS assez facilement. Je suis partie 3 mois au Sénégal. Je ne voulais plus rentrer. J'avais plus de sous. Donc, il fallait que je rentre et que je trouve un boulot. Je suis rentrée, j'ai postulé en boîte d'intérim et j'ai atterri chez Alternatives économiques, un magazine d'actualité économique et sociale, en tant que secrétaire. Et très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas un métier qui me convenait. Donc au départ, j'ai voulu quitter l'entreprise et j'ai eu la chance de tomber sur un directeur commercial qui a souhaité que je reste et qui m'a formée sur des fonctions un peu plus commerciales et marketing. Donc j'ai évolué, de secrétaire, je suis passée assistante commerciale et ça ne me suffisait pas. Donc j'ai repris mes études en fait et j'ai fait une licence, une validation des acquis en licence communication pour ensuite intégrer un master en communication politique et publique. Voilà. Quand j'ai repris les études, j'étais déjà mère de famille, donc forcément on a un objectif différent. Quand on est jeune et qu'on fait ses études, on se dit qu'on n'a pas le choix, il faut le faire, il faut qu'on ait un minimum de diplôme pour avoir un métier correct, mais quand on est adulte, on a surtout des objectifs à atteindre, donc on s'accroche et forcément quand on est déterminé, on y arrive. Et du coup, en fait, tu as jonglé, tu as eu ton master, tu étais déjà... Oui. Je suis tellement impressionnée par... J'ai 17 ans de mariage, bientôt 18. Avec des hauts et des bas. Ah oui, 17 ans de mariage, aujourd'hui c'est déjà difficile de tenir 3 ans en relation, donc on a besoin de conseils. On en parlait tout à l'heure. Non, je ne suis pas la mieux placée pour conseiller sur ces choses-là. Et pourtant, tu as des enfants, c'est ça? Oui, j'ai 2 filles. 2 filles, elles sont là parmi nous. Elles sont là. Elles sont... Salut. Elles doivent être fières de leur maman. Et du coup, comment est-ce que tu as été, donc, ta campagne électorale Alors en fait, au départ, j'étais engagée dans le milieu associatif. Donc j'ai baigné dans le milieu associatif depuis toute jeune. Ma mère était engagée dans le milieu associatif au Muro, donc on a baigné dedans depuis toute petite. Et quand je suis arrivée à Bondy, j'ai eu ce manque justement d'engagement dans le milieu associatif. Donc je me suis renseignée un petit peu pour savoir quelle association existait sur Bondy. Il n'y a pas forcément d'association qui me convenait, mais j'avais besoin en tout cas de militer et de retrouver ce militantisme que j'avais perdu en quittant les Mureaux. Donc ensuite on a créé une association qui s'appelait les Amis de l'Afrique, enfin deux notions ont créé cette association et j'ai intégré. Et c'est dans le cadre de cette association que j'ai rencontré les tirailleurs sénégalais, même si j'en connaissais déjà avant, notamment parce que je les ai aidés dans leur démarche administrative. Et donc mon engagement en politique a été la suite logique de mon engagement associatif. Et pourquoi je me suis engagée en politique? Il y a plusieurs choses qui m'ont poussé à m'engager. La première des choses, c'est déjà les émeutes en banlieue en 2005, où j'ai été énormément frappée par ces drames, et le décès de Ziad Ebouna. Et j'avais 25 ans à l'époque et je me suis dit, voilà, j'ai fait des études, je suis engagée dans le milieu associatif, qu'est-ce qu'on fait pour aller plus loin? Qu'est-ce qu'on fait pour combattre ces violences policières? Qu'est-ce qu'on fait nous en tant que citoyens issus de l'immigration, français issus de l'immigration, pour pouvoir défendre nos propres lois? Et je me suis dit, je pense que le levier c'est la politique. Mais je n'ai pas sauté tout de suite le pas. La deuxième des choses, c'est les parents qui ont vécu une violence policière en 2009. Donc, ils ont subi en fait une perquisition illégale à leur domicile. Et là, je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Bon, on a réussi à se défendre comme il fallait. On a très vite alerté la presse. On avait fait beaucoup de bruit à l'époque, mais j'étais pas encore engagée en politique.
Et quand j'ai été reçue à l'époque par le préfet des Yvelines et le maire des Mureaux, j'y suis allée avec mes sœurs. Et il y a une phrase qui m'a choquée du préfet. Il nous a dit, bon, ils se sont platement excusés, il y avait eu plein d'articles dans la presse, il y avait eu des sujets dans les journaux TV, donc ils étaient embêtés en fait. Et pour moi, cette violence policière, ça a été un acte raciste dans le sens où, bon, déjà de chercher un jeune homme dont je dirais le nom aujourd'hui, mais qui était noir, grand et clair de peau, qui habitait au premier étage. Mes parents, eux, habitaient au quatrième étage de cet immeuble. Donc déjà, ils menaient une enquête depuis un certain nombre d'années parce qu'ils recherchaient des armes. Quand on mène une enquête comme celle-ci, on se dit quand même qu'on sait qu'ils savent qu'il habite au premier. Donc, ils sont arrivés au quatrième. Ils ont d'abord défoncé une première porte, et celle des voisins, mes parents, et c'était des Asiatiques. Donc ils ont vu que c'était des Asiatiques, ils ont refermé la porte. Ils ont ensuite défoncé la porte de chez mes parents à 5h du matin, et là ils ont vu le portrait de mes parents, donc une photo de deux personnes noires, et là ils sont rentrés dans leur domicile, et ils ont... ça a été très compliqué, ils sont allés dans toutes les chambres, ils ont fait sortir ma mère qui n'était pas habillée, ils ont menotté mon petit frère, ils ont jeté mes sœurs sur le lit, enfin voilà, ça a été très très violent pour eux. Et ils sont repartis en fait du domicile en laissant les lieux dans un état juste pas possible, et sans un mot d'excuse. Et en fait, quand ma mère est sortie et leur a demandé qu'est-ce que vous cherchez, qu'est-ce que vous recherchez, ils lui ont demandé une pièce d'identité au bout d'un quart d'heure et ils se sont rendus compte de leur méprise. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit on remballe et ils sont partis. Et là je me suis dit en fait c'est pas possible. Donc ma mère qui m'appelle à 6h du matin pour me dire on a vécu cette violence, on se dit il faut faire quelque chose. Donc voilà, ces choses-là m'ont poussé à m'engager et j'ai commencé à militer au départ au Parti Socialiste. Je ne suis plus au Parti Socialiste. Et voilà, j'ai continué mon chemin. Alors là, je suis proche de Benoît Hamon. Je ne suis pas adhérente pleinement à Génération, mais en tout cas, je suis très très proche de ses idées, de lui. Et je l'ai soutenu pendant les présidentielles et les européennes, et on verra pour l'après. Mais en tout cas, aujourd'hui, je m'interdis maintenant d'être attachée à un parti parce que c'est extrêmement compliqué. Et quand on veut militer et qu'on veut en tout cas dire ce qu'on a envie de dire, parfois quand on est adhérent d'un parti, ça peut être compliqué. Donc j'aime la liberté et de penser et de dire les choses. Et jusqu'aujourd'hui, je pense que ça ne m'a pas perdu. Donc compliqué, c'est plus des problèmes qu'autre chose. Non, moi, mon objectif aujourd'hui, c'est de continuer à militer, c'est de continuer à défendre un certain nombre de causes, de me battre. Et j'ai pas de prétention politique, parce que j'ai une situation professionnelle qui me convient tout à fait. Mais aujourd'hui, je sais que je suis encore utile, et tant que je serai utile, je resterai dans ce milieu-là. Après, mon objectif, c'est de casser ce plafond de verre qui rôde au-dessus de nos têtes et qui est difficile à casser, notamment pour nos enfants. Parce que je pense que nous qui sommes militants, associatifs, politiques, etc., si on n'essaye pas de casser ce plafond de verre, on aura des comptes à rendre à nos enfants. Il y en a plein, il y en a partout. En politique, quand on vient de quartier populaire, quand on est femme, quand on est noir, quand on est d'origine maghrébine, et qu'on se lance en politique, c'est beaucoup plus difficile. C'est difficile d'intégrer une institution comme l'Assemblée nationale ou le Sénat. C'est difficile d'être maire en Seine-Saint-Denis, alors que c'est quand même un département qui est extrêmement cosmopolite et diversifié. Quand on est issu de cette immigration, c'est difficile. Et ce plafond de verre, il a été créé, il a été mis en place par les politiques. Et aujourd'hui, quand on s'attaque à ces institutions, à ces postes-là, on touche à un certain nombre de privilèges. Et pour les personnes qui sont en place depuis un certain nombre d'années, c'est compliqué de laisser ces privilèges. Donc voilà, c'est de casser ces plafonds de verre, c'est d'avoir une France qui ressemble à celle que l'on a aujourd'hui, et qu'on ait des gens qui représentent toutes les populations dans les institutions. Et aujourd'hui, c'est pas une anecdote. En 2017, je me suis présentée aux élections sénatoriales. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les élections sénatoriales, ce sont les grands électeurs qui votent. Donc ce sont les grands élus qui votent.
En Seine-Saint-Denis, on était plusieurs à avoir envie de changement et à avoir des élus qui nous présentent. Donc j'ai décidé de me lancer dans la course avec un certain nombre de militants. Et c'est vrai que quand du jour en fait où j'ai déposé ma liste en préfecture, le soir même, j'ai eu droit à des propos racistes sur les réseaux sociaux, j'ai été insultée de communautaristes, de supplétifs, parce qu'il y avait forcément un blanc qui m'avait poussé à me présenter, parce que moi en tant que femme blanche, je n'avais pas l'intelligence de le faire moi-même. Voilà, j'ai vécu ce racisme-là en politique, on le vit dans nos partis respectifs. J'ai des amis qui sont là, où on peut avoir des propos sexistes, où on peut avoir des propos parfois désobligeants parce qu'on est femme et qu'on est noire. Voilà, on le vit quotidiennement. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on est une génération qui ne se laisse pas faire et le moindre propos, on ne le tolère pas. En tout cas, moi, je ne le tolère pas. Un, je remets les choses en place, et deux, si il faut porter plainte, on porte plainte. Voilà. Mais on le vit, mais c'est... Voilà, mais après ça, c'est... je pense que c'est quotidien, je pense que même une femme blanche en politique, c'est compliqué pour elle, elle va vivre un certain nombre de choses, et des propos sexistes aussi, mais il ne faut rien laisser passer. En tout cas, on est tous nés ici, donc j'ai 4 frères, 3 sœurs, donc on est 8 enfants. On a tous été à l'école, on a grandi au bureau, et c'est vrai que pour mes parents, mon père et ma mère, c'était extrêmement important qu'on aille à l'école et qu'on ait en tout cas un minimum de diplôme. Pour eux, c'était un minimal bac, et après, qu'on puisse aller le plus loin possible, mais pour eux, c'était extrêmement acquis. Tous naturalisés, donc il y a Monsieur Sagna, Monsieur Mbodji, Monsieur Dieng, Monsieur Diop, Monsieur Diem et Monsieur Mané. Monsieur Mané, c'est quoi? Monsieur Mané, il m'a dit que s'il venait aujourd'hui, il allait vous faire un petit pas de danse. Donc il va falloir après le pousser pour qu'il me fasse un petit pas. Donc voilà, juste pour vous dire que on se suit depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc moi je les suis bien avant que je sois maire adjointe à Bondy. On a fait un long chemin ensemble. Ça a été au départ de les aider dans les démarches administratives et surtout de transmettre notre histoire aux plus jeunes générations. Et ensuite on s'est lancé dans le combat de la naturalisation française des tirailleurs, et on a encore plein d'autres combats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'on a lancé cette action et depuis qu'ils ont été naturalisés, ils sont énormément sollicités, ils font le tour des écoles françaises pour raconter cette histoire, et à chaque fois ils reçoivent un accueil juste émouvant et génialissime, parce que on se rend compte que malheureusement nos enfants français ne connaissent pas assez cette histoire, et le fait d'avoir encore une mémoire vivante et de la partager avec eux, ça reste encore énorme. Donc le combat est encore long, parce que il faudrait qu'on puisse intégrer cette histoire pleinement dans les manuels scolaires. Il faudrait qu'eux aussi, au niveau de leur situation administrative, on puisse régler un certain nombre de choses. Au-delà de la naturalisation française des tirailleurs, il y a encore d'autres difficultés à laquelle ils sont confrontés. Donc c'est des combats quotidiens, mais on ne lâche rien, et mes compagnons de route sont ceux qui font ma force aujourd'hui. Si je suis là, c'est aussi grâce à eux, c'est parce que ils me donnent de la force. Quand je vais au foyer et que je reste 2 heures avec eux et que je ressors du foyer, je suis encore plus déterminée, parce qu'ils sont tellement humbles et ils racontent leur histoire d'une manière tellement émouvante et sans rancune en plus, que je ne peux que les respecter. Voilà. Donc je ne sais pas qui va monter, je pense que tonton Diem va monter, je ne sais pas qui monte, Diop, Diem, je vous laisse choisir entre vous. Je veux pas de... Un honneur, merci d'être là. En fin de compte, Aïssata, c'est un peu comme ton grand-père que tu n'as jamais connu. En fait, il te raconte des histoires qui te fortifient, qui t'aident, comme tu viens de dire, à travers ton combat. Et moi, j'aimerais bien entendre, je crois que tout le monde va entendre votre expérience, ce que vous avez vécu. Pourquoi est-ce que vous avez accepté l'invitation aujourd'hui? Je vais vous passer le micro, chacun votre tour.
Bonsoir, mesdames, bonsoir, messieurs. Vous entendez, ça va? Je suis M. Dieng Ndongo, tirailleur sénégalais. Et je ne suis pas un grand ancien, parce que je n'ai fait que la guerre d'Algérie. Je suis entré dans l'armée française étant tout jeune, à l'âge de 19 ans. C'est sur instruction de mon papa. Il m'a trouvé un jour, parce que après avoir terminé le cycle primaire, je n'avais pas la possibilité de continuer le secondaire parce que trop âgé. À l'époque, on entrait chez nous à l'école. À l'école, après avoir terminé l'école coranique, facilement vous aviez 12 ans avant de commencer l'école française. On y allait en diminuant un peu les âges pour pouvoir faire le cycle français. Donc c'est après cela que je suis entré dans l'armée française. Je suis entré donc dans l'armée française après cela. Et sur l'instruction de mon papa, comme je viens de le dire, à l'époque j'étais bénévole, dactylographe. Dactylographe, il y a beaucoup de jeunes qui ne savent pas ce que ça veut dire. C'était des machines à taper. Oui. À l'époque, c'était la dactylographie manuelle. Ouais. Hein? C'est pas comme ça actuellement avec les ordinateurs et tout ça, les smartphones. C'est l'évolution technologique. Donc mon papa m'a trouvé devant la machine. Après le passage de la musique de garnison, qui rentrait d'une cérémonie de commémoration du 14 juillet, qui rentrait dans le cantonnement. Donc, en passant devant la préfecture, la musique qui jouait, en passant par la Lorraine avec mes sabots, ainsi de suite, ainsi de suite. Et mon père qui avait fait la guerre 14-18, quand il a entendu cette musique-là, certainement il ne pouvait plus tenir sur place. Il est venu presque en courant me dire « Ndongo », j'ai dit « Papa, tu veux pas être militaire ?» J'ai dit « Oui ». Et c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Alors j'ai dit « Oui, je vais devenir militaire ». Donc le surlendemain, je suis allé au camp pour devenir militaire. Vous êtes fier? Ah ben, j'étais fier parce que mon papa était ancien combattant. Il a fait la guerre 39-45. Il a servi loyalement à la France. Il a participé à la libération. Donc, pour moi, qu'il ait l'idée de me faire engager, je trouvais ça tout à fait normal. Je suis parti pour devenir militaire. C'est comme ça que je suis devenu militaire. Et bien sûr, avec l'instruction de mon papa, on peut dire que ça a constitué une baraka pour moi. La baraka. J'ai accepté tout de suite ce que mon papa m'a demandé. Et j'ai eu sa baraka. C'est quoi la baraka? La baraka, c'est la chance. C'est la chance. Voilà, c'est la chance. C'est parti d'une bénédiction, si vous voulez, quelque chose comme ça. Alors donc, ça m'a suivi pratiquement toute ma carrière. Je n'ai pas eu de difficultés. Parce que à moins de 2 ans, déjà, j'étais caporal. À moins de 2 ans de service, déjà, j'étais caporal. Ce n'était pas donné à l'époque. 2 ans, je suis parti en Algérie étant caporal. Et je suis revenu d'Algérie sergent. Déjà, c'était bravo. Quand j'allais en Algérie, quand j'allais en Algérie, j'avais 19 ans. Et je suis parti caporal et je suis revenu sergent. Au bout de 2 ans, donc, j'ai gravi des grades. J'ai obtenu des grades que beaucoup d'anciens obtenaient au bout de 5, 6, 8 ans de service. Donc ça, c'était la chance
Il y avait l'effort personnel d'accord, mais il y avait la chance ensuite. La chance après. Ensuite, après ça, bon, j'ai passé les examens militaires, tout ça là. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et à chaque fois, j'ai obtenu la moyenne, ainsi de suite. J'ai de belles appréciations de mes supérieurs. Hein, et j'ai obtenu donc comme ça des diplômes militaires. Qui m'ont conduit à aller, parce qu'après cela, j'ai été nommé sergent. J'ai évolué donc avec ça. Et dans ma compagnie, un jour m'a appelé. Je suis allé le voir, il m'a dit, mais pourquoi tu ne veux pas devenir officier? À l'époque, j'étais sergent, français. Officier, je n'y ai jamais rêvé. Officier, non, c'est pour moi, c'était adjudant-chef, c'était le sommet. Officier, ça dépassait mon entendement. J'ai dit, mon lieutenant, moi? J'ai dit, oui, pourquoi? Pourquoi un tel est passé par là, il a fait le concours, il est actuellement à l'école des officiers. À l'époque, l'école des officiers était basée à Fréjus. C'était une école qui était destinée aux ressortissants des territoires d'outre-mer. Hein? Parce que c'était le moment des indépendances, 1960 et tout ça. Les Français, le pays colonisateur, ils se sont aperçus que les jeunes armées vont avoir besoin d'un encadrement. En officier notamment, parce qu'à l'époque, les officiers africains dans l'armée française, on les comptait sur les doigts d'une main. Hein, ils n'étaient pas nombreux. Donc ils ont créé cette école-là pour former les cadres qui devront intégrer les jeunes armées africaines. Alors bon, le lieutenant m'a demandé, j'ai dit non, je ne vais pas ça. J'ai dit si je vais donner ton nom, tu vas passer le test. Et si tu réussis, tu deviens officier. J'ai dit mon lieutenant, oui. D'accord. Il a donné mon nom. Je suis allé à l'état-major pour les tests. Je les ai passés comme j'ai pu. Alors cela veut dire tout. Ça veut tout dire. Et alors là encore, la baraka est intervenue. Et j'ai été retenu comme capable de devenir officier. Et c'est parti comme ça. J'ai intégré une école de formation des sous-officiers. J'ai été dans cette école-là pendant 9 mois. J'ai passé l'examen pour aller en France. Malheureusement, ça n'a pas marché parce qu'à l'époque j'étais jeune. Moi j'étais préoccupé plutôt par les distractions et tout ça là. Donc ça n'a pas marché. Mais parmi l'encadrement de l'école, il y a un Français, un monsieur, un adjudant, un sergent-chef, qui a compris que si j'étais peut-être un peu aidé, j'allais pouvoir réussir. Et il est allé de son propre chef voir le chef d'état-major de l'armée sénégalaise à l'époque, lui dire, le jeune Dongodien là, si vous lui donnez la chance de redoubler, il peut réussir. Il a été distrait simplement, mais je suis sûr qu'il peut réussir. Et c'est ainsi, ça c'est la baraka. C'est la baraka. Donc on m'a donné la chance de redoubler la formation de sous-officier. Cette fois-là, je me suis dit, attention mon garçon, il faut travailler. Et j'ai tellement bien travaillé, machallah, qu'à la fin, le concours prochain, je suis sorti major d'Afrique de l'Ouest. Non. Je suis sorti major d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Les deux centres réunis, parce qu'il y avait un centre à Brazzaville, un centre à Dakar, un centre à Madagascar. Il y avait les 3 centres qui formaient les officiers là. Alors, je suis sorti donc major parce que les jeunes militaires d'Afrique centrale étaient envoyés à Dakar. Ceux de l'Afrique de l'Ouest étaient envoyés à Dakar. Et là, je suis sorti major. Et quand on ajoute le centre de Madagascar, tous les 3 centres réunis, je suis sorti second major. Alors, c'est ainsi que je suis allé à Fréjus.
Fréjus, c'est dans le Var, dans le département du Var. C'est en France. Oui, il y avait une école d'officiers. Alors là, je suis resté 2 ans. Je suis sorti sous-lieutenant. Voilà. Donc au bout de 10 ans de carrière, j'étais déjà officier avec la grâce de Dieu. Voilà. Voilà. Bonsoir, messieurs et mesdames. Bonsoir. Je m'appelle Sanya Ousmane. Je suis incorporé en 1953 au 7e RTS, 7e régiment des tirailleurs sénégalais à Dakar. Après mes études à l'école, après mon COP, je suis venu à Dakar. J'ai rencontré un ami, alors, qui était enfant de troupe. Alors, après sa formation à l'école, il est rentré dans l'armée, il m'a vu. Il m'a dit, qu'est-ce que vous êtes venu faire à Dakar? J'ai dit, je suis venu apprendre la dactylographie. Il m'a dit, bon, moi, mon grand frère, il travaille au port, il est un secrétaire dactylographe. Je vais vous amener là-bas. Après, il m'a demandé, mais vous ne voulez pas s'engager dans l'armée? Parce que je suis dans la caserne. J'ai dit, oui, mais je veux bien. Alors, parce que je me suis présenté au département, en Casamance. Alors, ils m'ont passé la visite, ils m'ont mis ajourné. Je me dis que je suis trop petit, je n'ai pas assez de poids. Alors, c'est pourquoi je suis venu à Dakar. Je dis, venez me trouver dans la caserne. Alors, un jour, je suis allé là-bas, je l'ai trouvé. Il était chef cuisinier. Alors, j'ai passé la journée là-bas, il m'a présenté son chef de service, le lieutenant Denis. Il dit, celui-là, c'est mon petit frère, je veux qu'il rentre dans l'armée. Papa, tu étais jeune, tu avais quel âge? Non, le lieutenant m'a dit, bon, il faut que je lui passe un texte d'abord. Texte? Oui, un texte, une dictée, problème, 4 opérations. Alors, ils m'ont passé, ils m'ont dit, bon, tu es admis. Bon, maintenant, alors, tu rentres, je vais t'envoyer une convocation. 2 mois après, ils m'ont envoyé une convocation. Alors, je me suis présenté. On m'a amené au magasin, m'habillé et tout. Alors, je suis rentré comme ça. Alors, étant maintenant dans l'armée, on a automatiquement le chef, le sous-officier du magasin d'habillement m'a pris il m'a pris comme secrétaire dans le magasin. Après 3 mois, il nous a envoyé en formation militaire. Oui, on a fini la formation, on m'a nommé caporal. Alors, il m'envoie en congé pour aller voir les parents. Je reviens, on me renvoie encore formation encore de sergent. Oui. Après cette formation, maintenant, on m'envoie en Algérie. Oui. Alors, je me suis embarqué à Dakar le 3 mars 1956, débarqué à Oran. Arrivé à Oran, on nous a ventilé
suis allé dans le département de René, télévision, mais le régiment se trouvait à Marignan. De là-bas, alors on m'envoie faire une formation pour avoir augmenté échelle de sol, oui, échelle de sol. Alors après ça, on m'a affecté à Tlemcen. J'étais avec le Wagomès. Alors, c'est comme secrétaire au Wagomès pour les mandats, les lettres, tout ça. Expliquez-nous, vous ne connaissez pas les termes. Et ça, on m'envoie encore à Alger. De Alger à Courbet-Marie pour une autre formation. Après cette formation, je reviens maintenant dans ma compagnie et on me nomme camarade-chef. Parce que moi, tous les camarades qu'on est partis ensemble sont rapatriés parce qu'ils m'ont dit de prolonger pour ce stage qu'on m'a envoyé à Alger. Oui, alors moi j'ai fait, au lieu de faire 24 mois, j'ai fait 30 mois. Après, je suis rapatrié. Lorsque je suis rapatrié à Dakar, on m'envoie un congé, je reviens de congé, on m'envoie à Mauritanie. Oui. Parce qu'il y avait des événements en Mauritanie. Oui. Oui, parce qu'il y avait des règlements qui voulaient l'indépendance. Alors les jeunes pays qu'on a envoyés là-bas, on les a tous massacrés quoi. Comme ça, ils venaient de rentrer dans l'armée. Alors ils nous ont envoyés là-bas pour le renfort quoi. J'ai fait là-bas aussi 30 mois. Alors on m'a mis là-bas au magasin d'aménagement comme deuxième comptable. Alors j'étais juste officier. Après, on m'a fait encore un Médilis entre la frontière de l'Espagne et de l'Algérie. J'étais là-bas aussi comme sous-officier de régulateur d'avion. Quand l'avion vient, c'est moi qui partais à l'aéroport. Finalement, tu es polyvalent, tu as fait beaucoup de choses. Oui. Alors j'ai quitté AMBTI pour aller à Tindouf, faire le ravitaillement pour notre compagnie. J'ai fait là-bas à Mauritanie 30 mois. J'ai 30 mois, je suis rapatrié, arrivé à Dakar. Alors, on dit il faut qu'on nous libère. Alors, je dis, ceux qui veulent maintenant opter pour faire le concours de la gendarmerie, d'aller à la gendarmerie. Oui, j'ai fait le concours de la gendarmerie, alors j'ai continué là-bas, mon service. C'est là-bas que j'ai terminé le service. Ce qu'il faut savoir, donc eux, ces messieurs sont des engagés volontaires, mais beaucoup d'entre eux n'étaient pas des engagés volontaires, ont été forcés. Donc là, on n'a pas de témoignages d'anciens tirailleurs qui ont été forcés, mais en tout cas, voilà, eux sont des engagés volontaires et ont fait le choix d'y aller.
Parfois, ils ne sont absolument pas rancuniers, alors que nous, plus jeune génération, on peut parfois en vouloir à la France. Eux, ils ont leur expérience, leur propre expérience, et c'est ce qui fait que nous aussi aujourd'hui, parfois, on ne dit pas grand-chose quand ils nous font part de leur expérience. Mais voilà, les tirailleurs sénégalais, c'est des milliers d'hommes qui ont été engagés pour la France. Le premier régiment a été créé en 1857 et en tout cas jusqu'à les premières indépendances, ils ont combattu aux côtés de la France et parfois pas comme il fallait, parfois ils ont été aussi maltraités, pas traités comme les anciens, enfin comme les combattants blancs de l'époque. Mais ce que je retiens en tout cas de leur expérience, de leur histoire et de ce qu'ils me racontent quotidiennement, c'est que quand ils étaient sur le front, les combattants blancs et les combattants de toutes origines faisaient front ensemble en fait. Ce que l'État a mené contre les tirailleurs sénégalais, algériens, marocains, etc., quand ils étaient avec leurs camarades de guerre, c'était des vrais frères d'armes. Et juste pour vous conter rapidement le récit du Rodiao qui n'est pas là, lui, ce qu'il disait, c'est que son meilleur ami était blanc, était français, il a combattu à ses côtés et il est aussi mort dans ses bras. Donc il y a plein de choses qui se disent, il y a plein de choses qui se font, mais en tout cas entre combattants eux-mêmes, c'était vraiment des frères d'armes. Ce qui s'est passé après au-dessus, c'est un autre débat, c'est un autre sujet, et on peut en parler pendant des heures, mais voilà. Ils n'ont pas forcément en tout cas été remerciés comme il le fallait et considérés comme il aurait fallu à l'époque et aujourd'hui encore. Justement, se battre pour qu'ils obtiennent la nationalité ici en France, est-ce que ce combat-là, tu le poursuis? Parce que je crois que tu as réussi du coup avec, sous le gouvernement d'Hollande. Oui, je le continue en fait parce que malheureusement il continue à mener un certain nombre d'enquêtes, notamment sur ce que je vous ai dit, les soupçons de polygamie, etc. Ce que je regrette, c'est que ce sont des personnes âgées et qu'aujourd'hui avoir la nationalité française c'est extrêmement symbolique et ça permet aussi de manière administrative de les soulager sur un certain nombre de choses. Et ce que je dis et ce que j'écris à chaque fois au Premier ministre et au président Emmanuel Macron, c'est qu'à l'époque, quand on les a sollicités, on ne leur a pas demandé s'ils étaient polygames ou pas. Donc aujourd'hui, refuser la nationalité à un ancien combattant parce qu'il y a des soupçons, je dis bien des soupçons de polygamie, c'est juste pas possible. Donc on continue le combat. Je continue le combat aussi parce qu'aujourd'hui, ils sont obligés de pointer tous les 6 mois en France. Donc ils font des allers-retours entre leur pays d'origine et la France. S'ils ont le malheur de faire 6 mois et 1 jour dans leur pays d'origine, ils se voient couper leur pension qui est versée par leur allocation, l'allocation vieillesse qui leur est versée par la Caisse des dépôts. Donc ils sont en quelque sorte traqués comme des criminels, c'est-à-dire que tous les 6 mois, quand ils reviennent, la Caisse des dépôts leur demande d'envoyer la photocopie de leur passeport. Donc on a des gens dans l'administration qui s'amusent à calculer le nombre de jours qu'ils ont passé dans leur pays d'origine, sachant qu'ils ont fait plus de temps en France et qu'ils ont laissé leur famille, leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs femmes, etc. Aujourd'hui, en fait, on devrait juste les laisser tranquilles et pouvoir jouir de cette pension au Sénégal, au Mali, en Mauritanie, en Algérie, etc. Donc le combat, il n'est pas terminé, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a encore des pétitions que tu aimerais... Pétition, je me dis que ça a fonctionné une fois, en refaire une aujourd'hui, non. Mais ne rien lâcher. J'ai interpellé là encore récemment le président de la République sur le 75e anniversaire du débarquement de Provence. J'ai un rendez-vous bientôt à Matignon, notamment parce qu'on a écrit avec les tirailleurs une longue lettre à Édouard Philippe pour parler de ce sujet-là et du cas d'un de nos anciens tirailleurs qui n'est toujours pas naturalisé. Donc voilà, j'espère obtenir gain de cause comme ça, mobiliser des députés qui ont été sensibles à la question et qui, eux, n'avaient même pas connaissance en fait de ces faits-là. Et je pense que concrètement, comme quand j'ai lancé la pétition pour la naturalisation des tirailleurs, beaucoup d'élus ne connaissent pas cette situation, n'ont pas connaissance de cette situation. Et je pense que si vraiment ils la connaissaient, en tout cas, ils seraient certainement, très certainement à nos côtés pour qu'on puisse voter cette loi à l'Assemblée. On se bat, on te soutient? Ouais, on continue à se battre. Je crois que... Oui, alors, on va juste visualiser la vidéo justement de ton intervention à l'Élysée. Ouais. Est-ce que vous vouliez prendre la parole? Je voulais ajouter quelque chose à ce que Mme Seck vient de dire, c'est que
nous, les autres qui nous regardent ne comprennent pas, mais nous nous considérons comme étant en résidence surveillée. Résidence surveillée, pourquoi? Parce que nous faisons 6 mois au Sénégal et 6 mois en France. Et avant de quitter la France pour aller faire 6 mois au Sénégal, nous devons écrire une lettre à la Caisse des dépôts pour lui signaler notre départ. Et au retour, nous sommes obligés de lui faire une lettre pour lui signaler notre retour. Et ces messieurs-là se mettent alors à calculer le nombre de jours que nous avons fait au Sénégal. Si malheureusement, nous avons dépassé, parce que ça fait 180 jours, s'il y a 181 jours de présence au Sénégal, non seulement l'allocation vieillesse qui nous est accordée gracieusement est supprimée tout de suite, mais les 6 mois que nous avons séjourné au Sénégal sont convertis en dette. Vous comprenez? Donc toutes les sommes que nous avons touchées pendant ces 6 mois de présence au Sénégal sont converties en dette que nous sommes tenus de rembourser. Vous voyez? Donc nous sommes en résidence surveillée. Et c'est, Madame Sek l'a bien dit, ce n'est qu'une allocation vieillesse. Je me garde de vous indiquer le taux parce qu'il y en a qui rentreraient et qui ne mangeraient pas ce soir. Et juste pour ajouter, après tu pourras lancer la vidéo si tu veux, mais on a le cas à Bondy de tirailleurs qui aujourd'hui continuent à rembourser une dette, moi ce que j'appelle pas ça une dette, mais continue à rembourser. Tonton Dieng, il est dans cette situation. Tous les mois, on lui retire 90% de son 90 € de son allocation vieillesse. On a eu le cas d'un autre ancien tirailleur qui devait rembourser 17 000 € à l'État. C'est juste scandaleux ce qui se passe. Donc, c'est vrai qu'on est en train de parler d'un certain nombre de choses, mais ils vivent des choses, on n'imagine même pas à quel point c'est compliqué et c'est difficile pour eux. Et Tonton Dieng, c'est 11 300 €. Voilà, donc le combat continue, on ne lâche rien. Et puis, tous ceux qui veulent être à nos côtés, vous êtes les bienvenus parce que plus on est, mieux c'est. Le ministère des Armées avait prévu de cérémonies. Donc on était un peu nombreux à être en colère et à se dire que encore une fois, parce que les troupes françaises étaient issues à 90% de troupes coloniales, rien ne serait commémoré. Donc on a été plusieurs à d'abord, j'ai rédigé une tribune que j'ai fait passer à plusieurs personnalités qui ont signé tout de suite, qui est parue dans le Monde. Et donc très vite l'Élysée nous a appelés en nous disant le président de la République répondra à vos tribunes le 11 juillet, vous inquiétez pas, il y aura un discours d'introduction et il en parlera dans le cadre de ce discours. Et au final, quand j'arrive à cet événement, donc Emmanuel Macron fait son discours et je me rends compte qu'il ne parle pas du tout du 75e anniversaire du débarquement de Provence. Et je me dis, soit j'ai de la chance et j'arrive à prendre la parole et du coup je le mets devant le fait accompli et j'attends de voir sa réponse, soit il n'en parlera pas et malheureusement rien ne se fera. Et j'ai réussi à prendre la parole et du coup il a répondu, vous avez entendu sa réponse. Et effectivement, donc, il y a une cérémonie qui est organisée le 15 août à Bout-Maurice, donc à côté de Saint-Raphaël. Et par contre, c'est une cérémonie, j'ai appris aujourd'hui en fait qu'elle ne sera pas forcément ouverte au public, qu'il y aura 300 invités. Voilà, on minimise encore les choses, donc je suis en contact avec eux. Et ce que je voudrais, c'est que ça ne soit pas une cérémonie fermée, qu'on n'invite pas uniquement des anciens combattants, mais qu'on puisse inviter des jeunes, que les personnes qui habitent Saint-Raphaël, Bout-Maurice, toutes les personnes qui habitent aux alentours et qui veulent y assister, puissent y assister, parce que c'est important de raconter cette histoire, qui est notre histoire, qui est une histoire commune, qui est une histoire française. Et l'essentiel, nous on connaît cette histoire, donc tant mieux pour nous, mais l'essentiel c'est de faire passer cette histoire à l'ensemble des enfants, des jeunes, des adultes aussi, parce que beaucoup d'adultes ne connaissent pas cette histoire. Je Fontaine de Saint-Denis en 2007. Et mon père fait partie des premiers. C'est le combat qui continue. À l'époque avec Lionel Jospin et Madame Martine Aubry et tout, à l'époque on avait beaucoup crié que les anciens combattants venaient en France, il y avait des difficultés de régularisation. Et je me rappelle, c'était le président des anciens combattants du Sénégal
Camara de Tambacounda, vous vous connaissez. Monsieur Camara, c'est le premier qui a récupéré sa carte de séjour à Bobigny. Le deuxième, c'était mon père, Sarangou Legan. Voilà, c'était dire à Aïssata, merci beaucoup de ce que tu fais pour tout le monde et que tu fais pour l'Afrique. Tu ne fais même pas, on dit les tirailleurs sénégalais, mais or que les tirailleurs sénégalais, c'est le nom. Il y a beaucoup du Mali, de la Guinée-Conakry, un peu partout. C'est un combat difficile, comme tu dis, nous qui sommes, moi qui est au Parti socialiste, tu le connais aussi bien, c'est un combat difficile, on est en train de se battre, de vouloir déplacer des montagnes. Je suis sidéré d'entendre que ces anciens combattants-là sont surveillés comme des prisonniers politiques. Moi je pense, ce qu'il faut faire, il faut s'organiser, faire une manifestation, quitte au ministère des Affaires étrangères, faire une manifestation, c'est ce qu'il faut faire. Sur les réseaux sociaux, organiser une manifestation avec les anciens combattants. Arrêtez sur ce sujet, parce que ça ne peut pas continuer. Merci. De l'association Votre Public. Merci à Aïssata encore une fois pour prendre ce combat à bras le corps et de le mener depuis longue date. Et là, en écoutant le témoignage de ces deux messieurs valeureux et qui ont donné effectivement leur jeunesse pour ce pays, il y a deux questions qui me viennent. Une, c'est de savoir, au moment de la libération du pays, et dans les images, on va dire, qu'on nous montre au moment de la libération, notamment les défilés sur les Champs-Élysées, etc., est-ce que vous avez été invité? Est-ce que vous avez fait partie des défilés au moment où le pays fêtait effectivement la libération? Est-ce que vous avez eu cette reconnaissance nationale? Ensuite, deuxième chose, là, Aïssata, c'est une discussion entre nous comme ça. Est-ce que tu ne penses pas que cette volonté, entre guillemets, de célébrer de manière un peu en catimini, en Provence, quelque part, l'endroit où le FN fait le plus de voix, c'est pas aussi une volonté pour gommer dans la mémoire des autochtones, la dette qu'ils ont vis-à-vis des tirailleurs sénégalais et autres? Est-ce qu'il n'y a pas derrière une volonté de s'affranchir de cette dette? Parce que si on extrapole, aujourd'hui quand on parle de l'Afrique, c'est pour dire que l'Afrique a des dettes vis-à-vis de ce pays, mais si on regarde bien, posons-nous la vraie question. Du débarquement de Provence, donc 90% issus des troupes coloniales. Ils libèrent la Provence en 13 jours, donc tout le monde est content, c'est génial, ils sont forts, valeureux, nos anciens combattants. Mais De Gaulle ne souhaite pas montrer à la France entière que ce sont des Noirs, des Arabes qui ont libéré la Provence. Donc on leur demande de partir, on leur demande même d'enlever leur tenue d'anciens combattants et de les prêter à leurs combattants blancs, pour qu'au moment où il y aura ce défilé-là, le monde entier voit que la France, la Provence en tout cas, a été libérée par des soldats blancs. Donc voilà, l'histoire c'est celle-ci. Et c'est ce qu'on appelle, enfin il y a un très bon documentaire qui est disponible sur le site de France TV, qui s'appelle Le blanchiment des troupes et qui raconte très très bien cette histoire. Et ce que j'apprécie énormément dans ce documentaire aussi, c'est qu'on a donc le témoignage d'anciens combattants qui ont participé à cette guerre et qui ont été confrontés à cette situation. Et on a aussi des combattants blancs qui eux-mêmes le disent nous, on était extrêmement gênés parce qu'on savait qu'on n'avait pas fait, c'est pas nous qui avions fait le travail, c'est pas nous qui avions libéré la Provence, et se retrouver à accueillir le général de Gaulle comme si nous étions des héros, on l'a vraiment mal vécu. Et il disait, voilà, il y en a un qui dit, moi j'ai porté le combattant d'un ancien tirailleur sénégalais, j'ai porté sa tenue, et en fait sa tenue ne m'allait pas, elle était trop grande parce qu'ils étaient plus forts, ils étaient plus valeureux, et moi j'étais plus gringalet, donc la tenue ne m'allait pas. Voilà, donc ce reportage il est vraiment bien, ça s'appelle Le blanchiment des troupes, et quand on regarde un documentaire comme celui-ci, on se dit bon, la dette, en fait elle n'est pas au niveau de l'Afrique, mais elle est au niveau de l'État français. Et après, je sais plus, c'était quoi ta deuxième question, je ne me rappelle plus.
Ah oui, de vouloir gommer, forcément, je pense que oui, parce que si on n'interpelle pas, il ne se passe rien. Si on ne dit pas les choses, il ne se passe rien. Vouloir effacer l'histoire, on n'y arrivera pas, parce que nous, on a cette génération qui avons besoin de comprendre et on a envie de transmettre aussi à la future génération. Donc malheureusement, il va falloir se battre beaucoup plus, mais ils ne pourront pas en tout cas échapper à cette histoire, qu'ils le veuillent ou non. Cette histoire fait partie de l'histoire de France. On n'a pas le choix, donc vouloir la gommer, vous pouvez. Après, de ce que j'ai constaté aussi, je ne défends pas le gouvernement ou quoi que ce soit, mais c'est rien que dans les administrations, au niveau du ministère des Armées, au niveau de Matignon, de l'Élysée, on a 3/4 des administratifs qui ne connaissent pas cette histoire et qui n'ont pas ce réflexe de se dire qu'il faut qu'on commémore. Et après, normalement, on a des organismes comme l'Office national des anciens combattants qui, eux, devraient alerter, mais ne fait pas forcément le travail qu'il devrait faire. Après, je ne veux fustiger personne, mais pour avoir parlé avec un certain nombre de personnes depuis 15 jours maintenant, je constate que c'est surtout une méconnaissance de cette histoire et que pour eux, il n'y a absolument pas d'enjeu ou d'importance à commémorer ou à raconter cette histoire. Oui. C'est à cause de cette méconnaissance de l'histoire, cette méconnaissance de la participation des troupes africaines à la libération de la France. C'est à cause de cette méconnaissance-là que les citoyens ne peuvent pas accorder l'importance qu'il faut au sort des tirailleurs sénégalais qui sont actuellement présents en France. Parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas l'histoire. Les gens parlent. Ils ne savent pas que c'est à cause de l'intervention des troupes africaines qui ont fait le désert à partir des pays maghrébins. C'est là qu'ils ont vécu le terrible général Rommel des nazis. Ce sont les Africains qui ont vécu dans le désert. Et ils ont stoppé la marche donc de la division romaine dans le désert. Et ils ont continué leur marche par l'Italie. Ils sont passés par le Garibaldi. Le Garibaldi, c'est une montagne qui est en Italie. Ils sont descendus, ils sont venus en France avec le général de Lattre de Sardaigne, la deuxième division blindée. Vous comprenez? Donc, ces jeunes actuellement qui sont dans les administrations ne connaissent pas ça parce que les historiens ont occulté toutes ces belles pages des exploits que les troupes coloniales ont écrites dans l'histoire de France. Cette occultation-là a fait que les jeunes générations, c'est pas leur faute, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Et personne ne leur a dit. Ceux qui devaient leur expliquer ont occulté sciemment les belles pages de l'histoire, la participation des troupes africaines, algériennes, marocaines, tunisiennes, et tout ça là, à la libération de la France. Et c'est grâce à ces troupes-là qui ont débarqué en Provence, comme Madame vient de le dire tout à l'heure, qui ont libéré la Provence. La France est aujourd'hui libre, si on peut parler de liberté, égalité, fraternité, c'est à cause de ces gens-là. Jusqu'à présent, cette dette-là ne sera pas payée. Personne ne peut payer. La liberté n'a pas de prix. Et ces gens-là ont versé leur sang en laissant leur famille, leur tout derrière eux pour venir libérer la France, parce que pour eux c'était la patrie qui était en danger. Donc ils ne laissaient devant aucun moyen pour donner leur vie pour la liberté de la patrie. Même moi, je voulais souligner, juste avant votre question, monsieur, je vous ai posé dans un instant, au niveau des médias, des films aussi, c'est pas même des photos. J'ai parlé avec mon grand frère qui me disait que les photos, ils insistaient pour prendre des photos en blanc et noir pour éviter qu'on voit qu'il y avait des soldats, noirs justement. C'est tout ce qui fait partie du blanchiment, du fameux blanchiment dont on parle. Donc même au niveau des médias et des films qui se font sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale et la guerre d'Algérie,
c'est aussi camouflé. Et on sait qu'aujourd'hui, l'influence que les médias peuvent avoir, donc si on peut aussi essayer d'influencer le côté des médias et des producteurs, ce serait un grand plus. Je vous laisse la parole, monsieur, vous pouvez prendre la parole. Merci pour votre patience. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle Magda. Je viens du Sénégal. J'avais deux questions. Une, c'est pour la sœur élue. L'autre, c'est pour les doyens. Ma question, il est souvent dit que les élus noirs en France sont des vendus parce qu'on ne vous voit jamais dans les manifestations et chaque fois il y a un problème qui concerne la communauté, on ne vous voit jamais. Et j'aimerais savoir, j'aimerais avoir une explication à cela. Voilà. Non, je répète juste la j'ai aucun souci pour répondre à cette question, d'autant plus que je suis de toutes les manifestations. Donc, après, dire que des élus noirs sont vendus, on l'entend, je l'entends souvent, j'ai des collègues élus qui sont dans la salle aussi, et effectivement on l'entend. Moi, en tant qu'élue, femme noire de gauche, je fais toutes les manifestations, notamment sur les violences policières, pour Adama. J'étais encore samedi dernier, suite au décès de Mamoudou Bari, etc. Mais, en fait, c'est une question assez complexe dans le sens où la plupart des gens qui peuvent tenir ce type de propos sont des gens qui n'ont soit jamais été militants ou n'ont jamais essayé de s'engager en politique. Quand on est engagé en politique, qu'on est élu, on a un certain nombre de devoirs, on a un certain nombre de choses à tenir. Après, moi, en tant qu'élu, quand je décide d'aller dans des manifestations, je le fais en mon nom propre et à titre personnel, même si je porte constamment mon écharpe. Je porte mon écharpe justement pour montrer qu'il y a des élus qui sont engagés et qui militent aussi pour ces causes-là, donc je le fais et je l'assume. Bien évidemment, certains autres élus, collègues, ont pu parfois me dire « Aïssata, tu ne devrais pas mettre ton écharpe parce que tu prends des risques en tant qu'élu », mais moi je l'assume. Après, je peux comprendre aussi que d'autres élus, pas parce qu'ils n'assument pas, parce que parfois ils ne sont pas d'accord avec un certain nombre de causes ou ils ne défendent pas ces causes-là, ne le font pas. Mais dire que la plupart des élus noirs sont vendus, non, on en a... Enfin, et puis en plus, vendu, c'est quand même violent. Dire qu'on n'est pas d'accord avec vous, ça veut dire qu'on est vendu? Non, c'est pas ça. C'est que chaque élu décide de défendre un certain nombre de causes. Moi, je défends mes causes. D'autres élus défendent un certain nombre de causes. Après, voilà. Quand j'entends... Moi, je me suis toujours attachée et dit que, quelle que soit la couleur du parti politique de ma ou mon collègue élu de la même couleur de peau que moi, je ne le critiquerai jamais, ni sur les réseaux sociaux, ni publiquement. Par contre, si j'ai des choses à lui dire en face, je lui dirai. Là, dernièrement, on a eu, par exemple, Sibeth Ndiaye, je peux avoir des reproches à lui faire, politiquement parlant, je ne parle pas du reste sur le fond. Dernièrement, j'ai regretté par exemple qu'elle n'ait pas pris position clairement sur le décès de Mamoudou Bari, et quand elle a été interviewée sur BFM TV, dire qu'à ce stade-là, on ne peut pas parler de crimes racistes, j'ai trouvé ça extrêmement violent d'entendre ça de la part d'une secrétaire d'État qui plus est noire. Voilà, c'est des choses comme ça, mais en tant qu'élu, détrompez-vous, on est plusieurs à militer pour un certain nombre de causes, et parfois des causes qui peuvent parfois être problématiques pour nous dans le sens politique du terme. Moi j'ai juste relayé. Oui, non, mais je l'entends. Hein. C'est pour ça que je l'entends, mais voilà, moi vous pouvez aller sur ma page Facebook. Je suis même plutôt taxée par mes collègues politiques. C'est un petit problème avec les projecteurs, parce qu'en fait, je crois qu'il y a un problème avec les projecteurs. Ok, non, voilà, moi aussi je l'entends, et parfois aussi, dans le sens inverse, ben, je suis taxée d'être trop communautaire par des collègues élus qui ne sont pas noirs. Okay, ça m'arrive souvent, d'ailleurs. Je vais passer On n'entend pas. À la deuxième question. À ma deuxième question. Oui. C'est pour les doyens. Oui. J'aimerais savoir quel est l'apport de votre combat, de votre sacrifice que vous avez fait à l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui de ma génération qui ne se reconnaissent pas trop dans votre sacrifice, parce qu'on se dit qu'est-ce que ça nous a servi aujourd'hui, l'état actuel du continent. Je me dis, est-ce que ça en valait la peine? Donc je voudrais savoir, d'après vous, selon vous, quel est l'apport de votre combat à l'Afrique? Merci beaucoup.
vous demander quel est l'apport de notre sacrifice pour l'Afrique actuellement. Pour l'Afrique. Et ça, si j'ai bien compris. Bon. Vous savez que depuis 1960, 1958, 60, beaucoup d'États africains sont devenus indépendants. Bon. Ils sont devenus indépendants parce que le général de Gaulle, peut-être, a compris que les Africains ont aidé à la libération de la France. Et en voulant payer cette dette-là, il a accordé les indépendances sans combat pour certains États, ce qui n'était pas valable pour d'autres, qui a fallu qu'ils combattent les armes à la main pour avoir leur indépendance. Les apports, ils sont toujours, pour les Africains, ils sont toujours négatifs. Négatifs, pourquoi? Parce que le général de Gaulle a bien dit dans ses mémoires, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, si la France, ou quel que soit le pays européen, dit qu'il accorde des aides au développement, soi-disant des pays africains, c'est donner de la main gauche pour récupérer par la main droite. C'est exactement cela. Ils n'aident jamais gratuitement des pays africains. À la base, il y a les richesses que recèle l'Afrique. L'Europe l'a compris, tout le monde l'a compris. Finalement, si, je le dis quand même, nos États, dans leur gouvernance, avaient montré beaucoup plus de sérieux. Beaucoup plus de sérieux. C'est l'Afrique, et malgré tout ça, c'est l'Afrique qui demain sera la chasse gardée des pays européens. Ils sont obligés de se tourner vers l'Afrique dans l'avenir. Et ça, ils le savent. Donc, pour ménager tous ces avantages-là, ils font semblant d'aider pour le développement. Mais ils n'aident pas. Parce que tous les efforts financiers qu'ils font dans ces pays-là, soi-disant pour les aider, sont retournés dans les pays européens par l'intermédiaire des comment ça s'appelle, comment on les appelle encore là, les grandes entreprises là. Les multinationales, voilà. Tout cela est retourné par les multinationales qui exploitent tous les projets français dans ces pays disant qui sont aidés. Les multinationales, donc, la France donne l'argent, la multinationale récupère l'argent là-bas, et le renvoie en France. Donc, où est l'apport du pays, de l'État africain? Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'apport. Il n'y a pas d'apport. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, monsieur. Voilà, merci. Papa, Claude, vous voulez dire quelque chose? Quand il veut vous donner, vous aider, il vous pose des conditions. Quelles sont ces conditions? C'est moi qui vous donne l'ingénieur, c'est moi qui vous donne les contremaîtres, etc., etc. Et ces gens-là avaient les salaires français, qui étaient beaucoup plus valeureux que ceux des Sénégalais. Par exemple, le Sénégalais percevait 500, à l'époque, 15 000. Le Français était logé, payé, véhiculé. Donc, on prenait par la main droite et on ramenait par la main gauche, comme dit le colonel. À tout plein de vos droits, aujourd'hui c'est possible. Il y a des décrets d'application qui viennent d'être passés, il faudra juste vérifier au niveau de la sécurité sociale, au niveau de la prise en charge. En tout cas,
ceux qui se sont battus, il faut remercier pleinement tous ceux qui se sont battus pour que cette égalité se fasse. Aujourd'hui, c'est une victoire et les peu de victoires qu'on a, il faut les savourer. Donc aujourd'hui, vous pouvez profiter pleinement de vos retraites et c'est même trop tard, mais c'est jamais trop tard pour bien faire. Donc ça, c'est la première information que je voulais faire part. La deuxième, c'est pour remercier du fond du cœur, vraiment. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on est français, on est né aujourd'hui en France, de parents algériens, de parents sénégalais, mauritaniens, maliens, et vous êtes des exemples pour nous, mais vraiment des vrais exemples. Ça veut dire lorsqu'on se bat contre du racisme, lorsqu'on se bat contre des conditions, lorsqu'on se bat contre le destin, lorsqu'on se bat contre plein de choses, lorsqu'on ouvre des livres d'histoire, comme moi ça m'est arrivé, et qu'on tombe sur des exemples comme vous, d'hommes, de femmes, essentiellement d'hommes pour le coup, mais aussi de femmes, qui ont bravé leur peur, qui sont partis de leur continent, qui ont bravé l'histoire, qui sont rentrés pleinement dans l'histoire et qui aujourd'hui sont là pour témoigner, merci mille fois. Nous, on est aujourd'hui que quelque part des héritiers. Ça veut dire que le combat que vous avez mené, c'est à nous de le reprendre. Aujourd'hui, c'est à nous de faire en sorte que Marianne reconnaisse pleinement tous ses enfants et reconnaisse pleinement tous les sacrifices des glorieux anciens. Et c'est pour terminer juste sur la réflexion, pour donner un exemple. La ville de Toulon aujourd'hui. La ville de Toulon, s'il y a bien une ville qui a été marquée par l'armée coloniale française, c'est la ville de Toulon. La ville de Toulon, pendant la Première Guerre mondiale, lorsque les troupes africaines, lorsqu'ils ont vu la rudesse de l'hiver français, on les a emmenés dans ce qu'on appelait l'hivernage. Ça veut dire lorsque l'hiver et l'hiver du front de l'Est français, lorsque l'hiver vigoureux arrivait, on les sortait du front pour les ménager, car il y avait des taux de mortalité qui étaient infamants. Ils passaient entre autres dans le camp de Toulon qui a reçu des centaines de milliers de personnes. Aujourd'hui, la ville de Toulon est gouvernée par quelqu'un qui s'appelle David Rachid. C'est pas un hasard. C'est que la transmission de la mémoire a été très mal transmise. Et aujourd'hui, si des personnes comme Aïssa Tassek se lèvent et transmettent au plus grand nombre ce qui a été la glorieuse équipe de la France et dans laquelle nous avons notre partie entière et notre partie totalement entière, aujourd'hui, la faire reconnaître, c'est que pleinement s'intégrer au présent, à l'avenir de ce pays et au présent et à l'avenir des pays d'origine. Aussi, pour répondre au monsieur, la plupart des dirigeants qui ont accédé aux indépendances dans nos pays, ce sont des anciens de l'armée française. Il n'y a pas de hasard dans la vie. C'est que l'armée française, à un moment, dans une époque où la colonisation était féroce, car la colonisation française a été féroce dans certains endroits, l'armée française offrait plus d'égalité que dans les colonies qui étaient totalement inégalitaires. Donc il n'y a pas de hasard dans la vie. Et encore une fois, je vais terminer par là. Merci mille fois. Sinon, on peut transmettre juste un tout petit peu de la bravoure, de la gloire et du courage que vous avez. Et bien, ça sera notre rôle. Merci à vous. Oui, on le referait certainement. Parce que dans nos coutumes, dans notre éducation, dans notre religion, si quelqu'un est affligé, vous appelle à son secours, vous n'avez pas le droit de lui refuser si vous êtes en difficulté. Ce sont ces choses-là qui nous auraient aujourd'hui même permis de refaire ce que nous avons fait dans le passé. Parce que nous n'avons pas le droit. Nous n'avons pas le droit. À l'époque, souvenez-vous bien, le général de Gaulle, il a parcouru l'Afrique. Il a commencé par Brazzaville. À Brazzaville, il y avait un métis qui était gouverneur. Le gouverneur à l'époque était un métis. Félix Eboué. Félix Eboué, il a commencé par là. Il a fait tout le tour de l'Afrique pour demander des soldats. Et tout le système colonial à l'époque était intéressé et avait participé au recrutement massif de soldats. Les gens étaient venus volontaires, et il y en avait peu à l'époque, croyez-moi bien. Les autres étaient enrôlés d'office dans l'armée française pour devenir militaires. Donc, ce sont ces gens-là qui sont venus secourir la France en 1914-18, en 1939-45
Et ça, c'est le côté militaire seulement. Il y a le côté économique. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas les trains électriques à l'époque, il n'y avait pas. Hein? C'était les trains à vapeur qui marchaient avec quoi? Du charbon ou du bois. Toutes les forêts africaines ont été décimées, pratiquement. Et ce sont des bateaux et des bateaux et des bateaux et des bateaux qui ont marqué tout le bois africain pour l'amener en France, pour les chaudières, les locomotives. Et tout ça. Vous voyez? Hein? La culture de l'arachide a été introduite, pratiquement, je parle du Sénégal, pratiquement au Sénégal et sur l'est de l'Afrique de l'Ouest, par les Touba. Elle était devenue obligatoire. Pourquoi? Parce qu'elle produisait de l'huile. Vous voyez? Il y avait tous ces aspects-là dont il faut tenir compte pour la colonisation. Bon, donc on dit qu'elle a été bénéfique, donc on dit qu'elle a été moins bénéfique. C'est une question peut-être d'appréciation, mais une question de présence sur le terrain. Hein? Si je parle français aujourd'hui maintenant, c'est peut-être à cause du tubaab qui est passé dans mon partenaire, qui m'a scolarisé. Et je peux la remercier. Hein? Mais ce n'est pas la fin du monde quand même, parler français. Vous voyez? Merci beaucoup. On a une dernière question, c'est la dernière question, ensuite on va clôturer parce qu'on est... C'est la dernière. C'était juste pour apporter une petite réflexion par rapport aux questions précédentes sur un sujet où c'est un microphénomène qu'on voit de plus en plus, c'est-à-dire est-ce que vous avez regretté ou est-ce que ce qui s'est passé c'était autrement? Non. Il faut dire quelque chose. La Seconde Guerre mondiale, c'était le nazisme. Même les Américains sont rentrés très très tard parce que cette idéologie-là commençait à envahir le monde. Il n'y avait plus une histoire d'Africains, de Maghrébins, etc. Là, c'était le nazisme. Donc en Europe, il y a des millions d'êtres humains qui se faisaient massacrer, torturer, qui étaient pris en expérience, on faisait des tests sur eux, etc. etc. On était au courant sans être au courant, entre guillemets. L'Afrique était encore colonisée. Si les tirailleurs et si les Américains n'étaient pas rentrés, etc., ce qui allait se passer, c'est que finalement, cette idéologie-là allait tout ramasser, tout dévaster. Aujourd'hui, on ne peut pas se poser la question de est-ce que maintenant nous sommes redevables à l'Afrique ou non? Non, c'était une question humanitaire. C'était l'humanité. Donc ce qu'ils ont fait, c'était pour sauver l'humanité avant tout. Ok, je comprends. Donc, quand on revient sur les questions, est-ce que qu'est-ce que l'Afrique a gagné par rapport à ça? Ce qu'ils ont fait, ils ont sauvé l'humanité. Oui. Et c'est ce qu'il faut retenir. Après le reste de la littérature. Oui, c'est ce que le père dit. Merci. Du coup, la dernière question. Merci, Fayet. Merci. Ça y est? Je vais rebondir dans ce qu'a dit Alassane, mais avant ça, je vais me présenter. Bon, bonsoir, je m'appelle Mabati, je suis également maire adjointe d'une commune et vice-président. J'aurais 2 hommages à rendre ce soir avant d'aller dans le sens à Alassane. C'est d'abord à toi et Satan. Tu parlais tout à l'heure de parti politique et tu as insisté sur le fait que ce combat n'était pas politique, mais qu'il était avant tout humain. Je suis assez d'accord, hein, parce que moi je suis vécu, contrairement à toi qui suis majoritairement de droite. Voilà. Donc absolument, ce combat n'a pas de parti politique. Exactement. Il n'en a pas. Secondement, ce que je tenais à dire vraiment, c'est que tu es très modeste sur ta personne dans la présentation qu'on a pu faire de toi au début, parce que tu n'aimes pas dire ce que tu fais. Mais c'est vrai que ce que je voulais souligner par rapport à la personne que tu es, c'est que ton engagement il est sincère. Et que faire de la politique, parce que tu l'as dit à demi-mot, c'est pas un gros mot. Tu en fais depuis toujours. Parce que la politique, c'est rien d'autre que du militantisme. Et se battre pour les autres, être le porte-parole des autres, c'est ce que tu fais et tu le fais bien. Donc du coup, je tenais quand même à le souligner et à le resituer au Bravo, Aïssata! Ensuite, à vous, chers tirailleurs, nos anciens.
je ne me suis pas présentée pour qu'on sache qui j'étais, parce qu'en réalité, j'étais presque une incognito, je suis venue pour soutenir Aïssata par rapport à la personne qu'elle est. Mais surtout, le message que je voulais vous faire passer à vous, c'est que ce combat-là, et c'est là où j'abonde dans le sens à la salle, moi je suis une républicaine convaincue, c'est pas un combat pour l'Afrique, c'est un combat pour la France. Oui, vous avez donné de votre temps. Et clairement, vous avez combattu et aujourd'hui, vous méritez cette reconnaissance. Mais cette reconnaissance, elle n'est même plus pour vous aujourd'hui. Parce que vous, en réalité, j'ai envie de dire, vous avez presque fait votre temps, mais vous avez des petits-enfants et des arrière-petits-enfants. Et c'est pour vous, parce que ce combat-là, en réalité, j'ai envie de dire presque hypocritement, et ça, on le fait pour nous. Parce qu'en reconnaissant les tirailleurs aujourd'hui, c'est nous qui reconnaissent. On reconnaît tout simplement que la France, en France aujourd'hui, il n'y a pas que des Blancs. Il y a des Noirs, il y a des Arabes, il y a des Asiatiques. Et c'est ça notre histoire. Donc j'ai entendu beaucoup de choses dites aujourd'hui sur ils sont, mais est-ce qu'ils doivent nous reconnaître? Mais j'ai juste envie de dire que la France, c'est nous. Oui. Nous sommes la France. Si à un moment donné, le devoir de mémoire, on doit les critiquer et dire qu'il n'y a pas cette commémoration, je pense qu'on devrait également se remettre en question. Parce que nous en sommes autant responsables, politiques ou non politiques, et qu'aujourd'hui, franchement, c'est une leçon de vie quand on entend des tirailleurs prendre de leur temps parce qu'ils ont un certain âge, ils sont fatigués, ça fait plus de 2 heures qu'ils sont là, ils ont pris le temps de se déplacer pour nous transmettre, et ben nous, on a un devoir aussi de morale, on a un devoir de mémoire, que de transmettre aussi votre parole à nos petits frères, dans nos quartiers, dans nos villes, sur notre territoire, mais surtout en France. Parce que cette histoire, c'est pas la leur, c'est la nôtre. Et c'est grâce à vous qu'on est là, que nous sommes là aujourd'hui. Donc merci. C'est presque un mot de conclusion en fait. Non, j'ai pas de conclusion à faire. Annick la fera, mais juste déjà vous dire merci de vous être déplacé autant. Mon combat c'est celui-ci, notre combat c'est celui-ci, le devoir de mémoire, faire en sorte qu'on puisse reconnaître, et comme tu l'as dit, c'est aussi pour nous et pour nos enfants et vos petits-enfants, chers messieurs, donc merci d'être là. Merci d'être ce que vous êtes, merci de me donner autant de force quotidiennement et merci à tous d'avoir écouté ce Quasi Talk. C'est vraiment notre devoir parce qu'à la fin de chaque Quasi Talk, je tiens à vraiment faire un petit résumé de ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on peut apporter parce que c'est bien de discuter, mais justement, comme la jeune femme l'a dit, c'est aussi notre devoir. C'est pour ça que je me demandais tout à l'heure si on doit voter, à quel moment, quand les prochaines municipales, les manifestations sur les réseaux, au niveau des médias, qu'est-ce qu'on peut faire pour alerter, pour parler de ça, parler encore plus, éduquer les jeunes, vous éduquer nous, éduquer les jeunes à l'école. Je sais que tu fais des déplacements, tu m'as dit même dans les écoles avec nos anciens. On vous remercie d'être venus, d'être là, d'avoir tenu 2h30, ça fait 2h30, d'habitude c'est 2 heures. Un grand merci, on ne peut pas assez vous remercier et notre devoir c'est de faire passer justement ce message et c'est pour ça qu'on remercie Quasi House, toute l'équipe de Quasi House d'avoir donné l'opportunité. C'est une opportunité à titre gratuit que Fallon et toute l'équipe de Quasi House met en place pour justement éduquer, partager et s'améliorer. Donc on est vraiment heureux et je vais juste clôturer comme ça et vous remercier d'être venus. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, que vous avez pris un bon moment. Habituellement on reste un petit peu après le Quasi Talk parce qu'on veut rencontrer, on veut discuter. Vous êtes les bienvenus, on est encore là pour 1 heure, 1h30. Massapo, Olivier, Paul, il est à l'arrière. Paul, tu peux venir nous rejoindre. Alors il a un petit stand de jus de bissap, si vous voulez prendre un petit peu de temps juste pour discuter avec moi. Je remercie déjà ce Quasi Talk. Je remercie pour ce Quasi Talk parce que ça parle souvent de la mémoire de l'Afrique. Je connais bien Aïssata Seck. Je l'avais vu le précédent Quasi Talk. Merci. Vraiment pour tout, parce que tout passera par la mémoire. Et c'est par la mémoire que justement les prochaines générations pourront justement marcher la tête haute et avec l'histoire. Tout passe par l'éducation. Voilà. Et par rapport à Massapo, donc Massapo, justement, c'est une boisson que j'ai mis en place il y a 3 ans, de l'idée à maintenant. Donc on appelle Massapo la boisson des rois.
parce qu'en fait, chacun de vous est roi et reine en buvant ce Massapo. Voilà, et Massapo, c'est du jus de bissap, voilà. J'anticipe en même temps, c'est comment dire, c'est du jus de bissap, mais qui fera de vous les rois parce que vous contribuez à des valeurs sociales et humanitaires. Donc c'est très très puissant. Et qui date depuis des millénaires au temps des pharaons. On va avoir l'occasion, merci beaucoup. Ouais. Donc je vous invite à vous rejoindre à l'arrière. Ah oui. Je vais bien, ça va. Alhamdulillah. Voilà, vous êtes tirailleur sénégalais, c'est ça? Oui. C'est ça. Et est-ce que vous connaissez les super-héros, les Avengers, hein, les Marvel, tout ça? Oui. Est-ce que c'est pas vous qu'on devrait qualifier de super-héros? Non, moi je ne suis pas super-héros, non. Non, je ne suis pas super-héros. Je suis héros à ma façon, mais pas super-héros. Au vu de ce que vous avez fait, oui. libérer la France. Libérer la France. Certains vous considèrent comme des héros. Regardez aujourd'hui comment vous êtes, la reconnaissance que vous avez vis-à-vis de la jeunesse. Est-ce que c'est pas important cette reconnaissance que cette jeunesse vous voit en vous? Oui, enfin la jeunesse, si elle aurait été plus reconnaissante si elle était au courant de tout ce que nous avons fait pour la liberté de la France. Moi, comme je l'ai dit dans mon intervention de tout à l'heure, une grande partie de cette histoire a été, je ne dirais pas auscultée, elle a été sciemment abandonnée, laissée par les historiens de l'époque qui ont été témoins des faits, qui ont été témoins des récits, des exploits de ces troupes africaines sur tous les théâtres d'opération. Je veux dire à vous quelque chose que je n'ai pas dit aux autres. Les Français à l'époque sont allés même jusqu'à dire que les combattants qui étaient avec les troupes sénégalaises, ils disaient « la Khadjakoum, moi aussi ». La Khadjakoum, vous connaissez le verset dans le Coran, c'est un verset protecteur. Les Sénégalais, certainement les troupes africaines, il y a certains qui citaient ce verset-là, et les Français qui ne connaissaient pas le Coran n'avaient retenu que le long du verset, la Khadjakoum. Ils disaient la Khadjakoum, moi aussi. Ils croyaient à l'époque qu'il suffisait de dire la Khadjakoum pour sauver les balles de l'ennemi. Vous comprenez? Jusqu'à présent. Et le film Indigène qui est sorti avec Jamel Debbouze et toute l'équipe Roche Dizem, apparemment il a permis de dégeler les pensions des tirailleurs. De faire décristalliser par le président Chirac. Voilà. Comment vous l'avez ressenti ça? Comment vous l'avez... Le film, pour des besoins artistiques, pour des besoins professionnels peut-être, n'a pas retracé exactement la vie des Africaines au combat. Il a eu le mérite quand même d'avoir fait apparaître quelques aspects seulement de la vie de ces troupes-là au combat. Et le président de la République à l'époque, j'ai entendu dire qu'il n'était pas au courant de tous ces faits-là. Il n'était pas au courant. Parce que un président de la République, quand même, il a des historiens dans son entourage, et des gens qui savent, qui ont écrit. Il y a beaucoup de livres qui sont parus sur les tirailleurs sénégalais, leur participation dans les 2 guerres mondiales, leur participation à l'Indochine, leur participation en Algérie, leur participation partout, au Maroc, en Tunisie, partout où ils sont passés. Les gens ont écrit. Mais les Français, ils n'ont pas écrit, parce qu'ils ne veulent pas. Vous avez entendu tout à l'heure, pour la libération de la France, ils ont fait défiler les Toubabs à la place de ceux qui ont libéré la patrie. Alors, c'est un manque de reconnaissance déjà. Tcharoy, pourquoi? Parce que les gens là ont combattu, ils ont eu des droits en même temps que leurs collègues français. Les collègues français ont touché leurs primes, eux, on n'aura pas payé leurs primes.
Ils ont revendiqué, on les a massacrés. Tout ça. Manque de reconnaissance. C'est tout. C'est ce manque de reconnaissance-là, ça continue jusqu'à présent. C'est l'injustice qui continue jusqu'à présent. Et ça, je ne sais pas quelles sont les générations qui vont la commettre, mais il va falloir du temps. Parce que les mentalités sont pratiquement les mêmes, malheureusement. En tout cas, merci à vous. Et même si vous ne vous considérez pas comme un super-héros, nous vous considérons comme des super-héros. Merci. Pour nous, c'est vous les Avengers, c'est vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Comment vas-tu? Je vais très bien et toi, mon frère? Ça va très bien? Oui. Parle-nous un petit peu de ta marque. Massapo. Dis-moi. Alors, si vous voulez, Massapo, merci pour cette interview. Massapo, en fait, c'est la boisson des rois. C'est l'avenir de l'humanité. Voilà. Il faut savoir que Massapo, en fait, a une légende. Elle date depuis des millénaires, au temps des pharaons. Le logo que vous voyez ici, il y a 3 branches. Les 3 branches sont les 3 valeurs de la marque Massapo. La valeur sociale, humanitaire et éco-responsable. On l'appelle Massapo, mais ce Massapo-là, en fait, c'est un jus de bissap. Voilà. Ce jus de bissap-là, il a pris naissance en Égypte, au temps des pharaons. Et a été justement perpétré de mère en fille par la descendante des pharaons. La descendante des pharaons, qui préfère rester dans l'anonymat, a mis justement cette recette-là dans un coffre qui est ici, venez voir. Il est dans ce coffre-là, dans ce parchemin-là. Et personne n'a le droit de l'ouvrir, même moi-même. Parce qu'en fait, c'est la recette unique et inestimable du Massapo. Vous-même qui avez bu, avez-vous aimé? Ah, moi j'ai aimé, j'ai beaucoup aimé. Le bissap, j'affectionne le bissap. Voilà, et ce bissap-là a une recette unique, a un goût et qui ne laisse personne indifférent. Et aussi, on contribue à des valeurs sociales, éco-responsables et humanitaires. Rien qu'en buvant cette boisson-là, rien qu'en buvant ce bissap-là, on contribue à des valeurs. Et en avant Massapo, quoi. On est tous des rois. Magnifique, magnifique. En tout cas, au-delà de l'aspect commercial, il y a un aspect social derrière tout ça. Oui, voilà, c'est pas que du commercial, mais c'est vraiment des valeurs qui sont fortes à la marque Massapo, qui signifie peau du roi. Massa en malinké qui veut dire roi, Massaï en congolais qui veut dire roi. Donc en fait, il y a une langue commune en fin de compte. Et en fait, ça a été perpétré après dans le monde entier, d'époque en époque. Pour vous dire, même la reine d'Angleterre a bu le Massapo, même le roi du Maroc a bu le Massapo, même les empereurs chinois, japonais, ils ont bu le Massapo. Les rois de France ont bu le Massapo, les Incas également. Et ça, pour perpétrer la connaissance, le savoir. Massapo est un message, une boisson qui fait du bien à tout le monde. En tout cas, je te remercie et je lis en toi pas mal de détermination et pas mal d'amour pour ce que tu fais. Et ça se transmet là, tu vois. Ouais. Massapo, qui est également made in France, fabriqué en France, mais avec les plantes qui viennent d'Afrique. Et cette fusion-là, de ces deux cultures-là, donne une saveur inestimable. Également dans les Casiaous, la boisson sera présente à Casiaous et il y a un partenariat qui est en train de se préparer. Voilà. Ça c'est pour vous, hein. Vous avez pris. Voilà. Ça va bien. Il y a un manque de recycles de personnes noires. Ça va bien. Ça va, tout va bien? Ouais. Dites-nous un petit peu votre ressenti après ce débat qui fut riche en émotions et en informations aussi. Tu commences? Alors je vais commencer parce que comme c'est l'invité, moi j'étais honorée, c'était une toute première fois pour moi de rencontrer des tirailleurs, des Sénégalais, des tirailleurs tout court. C'est éducatif et moi j'aime beaucoup, je suis énormément curieuse. J'espère que tout un chacun a pris sa part et qu'on va continuer le combat, on va soutenir notre sœur et on va soutenir Aïssata dans ce combat. On va pas juste le faire juste pour faire joli, mais vraiment pour continuer à travailler pour ce devoir de mémoire avec elle. C'est ce que je retiens. Aïssata, tu es une grande femme, nous on le sait ici. Merci. Ce que je retiens plein de choses positives. C'est surtout l'après que je retiens, les échanges que je peux avoir avec les personnes qui sont venues et qui me disent merci parce qu'aujourd'hui on a appris énormément de choses et rien que ça je me dis que le combat il est gagné. Le fait de témoigner, de parler, d'avoir des témoins vivants encore de ce qu'ils ont vécu et de se dire qu'on a des gens qui ne connaissaient pas cette histoire ou qui ont encore un petit peu appris, c'est un pas en avant et un pas se faisant on arrivera au bout du combat. Donc très très positif. Et comme je disais à M. Diop,
on est là, on regarde les Avengers, on regarde les X-Men. Mais c'est eux les vrais super-héros en vérité. Ah oui. C'est ces messieurs les vrais super-héros. Pour moi, ces messieurs, ce sont mes héros du quotidien, très clairement. Ceux qui me donnent la force quotidiennement. Quand parfois j'ai des baisses de régime et que je vais les voir au foyer, je ressors encore plus déterminée. Et si je mène un certain nombre de combats aujourd'hui, sans rougir ou sans avoir peur du regard des uns et des autres, c'est parce qu'eux me donnent la force aussi de le faire. Des bibliothèques vivantes, c'est ce qu'on disait, les retours que j'ai eus, c'est vraiment des bibliothèques vivantes et le devoir de mémoire, c'est primordial et essentiel. En tout cas, je vous remercie pour cette soirée que nous avons passée. Merci parce qu'on a reçu beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions et beaucoup d'indignation aussi. Quand on se rend compte que le combat n'est pas fini en vérité. Que ces messieurs poursuivent encore un combat pour ne serait-ce que toucher de l'argent pour pouvoir vivre. Tout à fait, on ne lâche rien. Merci à vous. Merci. Merci.